Eh bien, bonjour à tous et à toutes, et bienvenue pour cette petite interview de Daniel Roch, qui est justement présent aujourd'hui pour nous parler d'un sujet bien particulier, à savoir SEO-Key. Et très content de te recevoir, Daniel. Je te propose de te présenter pour commencer. Eh ben, merci en tout cas pour l'accueil. C'est un plaisir partagé aussi d'être présent là aujourd'hui. Je me présente rapidement. Donc, je m'appelle Daniel Roch, j'ai 38 ans. Je suis expert SEO WordPress depuis 2008. J'ai créé notamment l'agence SEOmix, sur laquelle certains d'entre vous ont peut-être déjà lu des tutoriels un peu partout ou vu certaines des conférences que j'ai pu donner. J'écris aussi des livres, notamment le livre Optimiser son référencement WordPress, ou là plus récemment, j'ai repris la suite des livres d'Olivier Andrieux. Et récemment, j'ai aussi créé SEOkey, une extension de référencement naturel pour le CMS WordPress. Merci, Daniel. Et en effet, c'est de ça que tu vas nous parler aujourd'hui. Justement, qu'est-ce que c'est que SEOkey et si tu peux nous le faire en 38 mots pour les plus malins d'entre vous qui pourraient savoir à quoi correspond le chiffre 38, je vous laisse réfléchir à la question pendant ce temps que tu nous parles de ça. En 38 mots, ça va être difficile, mais en résumé, SEOkey, c'est une extension de référencement naturel pour WordPress dont l'objectif est de guider l'utilisateur dans ses actions SEO. Le but du jeu, c'est de lui faire gagner du temps, de lui dire ce qu'il doit faire et de corriger, d'optimiser tout ce qui peut l'être de manière automatique. Donc, en Exactement. extension, on a beaucoup moins d'options, beaucoup moins de menus, beaucoup moins de paramétrage. L'idée, c'est d'aller à l'essentiel et, dans le même temps, avec un module d'audit, d'accompagner l'utilisateur, de lui dire en fait les contenus sur lesquels il doit travailler, ceux auxquels il ne doit plus toucher, le fait qu'il doit republier de nouveaux contenus, l'aider à choisir son mot-clé, et ainsi de suite. L'idée, c'est vraiment un guide plus qu'une simple extension qui va donner des fonctionnalités. Voilà, on veut accompagner l'utilisateur, que l'on soit d'ailleurs référenceur ou qu'on soit quelqu'un de débutant dans le milieu. Exactement. Bah, on va en parler justement très bientôt. Donc, quelles lacunes ou besoins spécifiques as-tu identifiés dans les extensions existantes qui ont motivé la création de SEOkey? Donc, à l'origine, est-ce que tu peux aussi nous rappeler à quel moment l'idée, on va dire, a émergé dans ton cerveau, peut-être? Alors, l'idée, elle est vieille. D'ailleurs, ça avait été un running gag d'avoir l'idée, d'avoir le nom, mais de ne pas créer l'extension encore. L'idée doit dater facilement de 2014-2015. Et la création réelle, la sortie des SEOkey a été le courant de l'année 2020. Ah oui. Et pour la petite histoire, pourquoi on a créé SEOkey, en fait, on l'a créé d'abord pour nous, avant d'avoir une vraie volonté de le commercialiser. En fait, nous, en tant que consultants SEO à l'agence, on avait différentes problématiques. La première étant de perdre trop de temps sur les extensions actuelles. C'est-à-dire que la façon dont elles sont conçues en termes de paramétrage nous forçait à aller dans 50 menus, cocher 50 cases, sauvegarder, vérifier que ça marchait. Et sachant qu'on faisait systématiquement le même réglage pour tous nos clients. Ouais. Donc voilà, une perte de temps C'était long. d'abord absolue. La deuxième chose qui nous manquait, c'était certaines optimisations que nous, on devait mettre en place en plus avec des bouts de code, puisqu'elles n'étaient pas intégrées, et elles ne sont d'ailleurs toujours pas intégrées dans les autres extensions SEO. Ça, je pourrais vous en reparler un peu plus tard. Et enfin, l'idée, c'était que quand l'utilisateur final utilise son WordPress et rédige du contenu, en fait, qu'il ne soit pas perdu. L'exemple le meilleur que je peux vous donner là-dessus, c'est la fameuse pastille verte et la pastille rouge de Yoast, qui donnait l'impression aux utilisateurs qu'ils avaient fait tout le travail correctement sur un contenu et que c'était bon, ou à l'inverse, c'était rouge et ça les inquiétait et ça les faisait paniquer. Ouais. L'idée, c'est plutôt de dire, bah non, en fait, c'est des conseils qu'on peut suivre pour améliorer son contenu, mais ça ne veut pas dire que vous avez bien fait votre travail. Et en fait, les extensions aujourd'hui ont un énorme défaut, c'est celui de la pédagogie, d'expliquer en fait ce qu'il faut faire, comment il faut le faire, pourquoi il faut le faire. Et c'est justement pour ça qu'on a créé ce outil, pour avoir un outil qui est beaucoup plus simple à utiliser au quotidien. J'imagine. Exactement, exactement. D'accord. Alors concrètement, bah justement, si l'utilisateur il n'est pas SEO, s'il n'a jamais fait de SEO et s'il n'a pas envie d'apprendre sur le sujet et on a plein de clients qui sont comme ça, est-ce qu'on peut améliorer le SEO de son site avec l'extension? Bien, alors, oui, forcément, pour deux raisons. La première, c'est les optimisations SEO automatiques. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand vous installez SEOkey, vous allez avoir un petit configurateur assez rapide. Et à la fin, en fait, vous allez pouvoir activer les optimisations automatiques. C'est-à-dire qu'en un clic, nous, on va corriger plein de défauts de WordPress. Parmi les défauts qu'on va pouvoir corriger, c'est la génération des balises canoniques qui est mauvaise. On va améliorer la meta-title, meta-description en automatique. On va venir corriger les flux RSS secondaires. On va corriger certains types de 404, certains types de redirection.
on va améliorer le système de ping, on va améliorer les sitemaps, etc. On n'y connaît rien en SEO, on appuie sur un bouton et on laisse SEO qui faire le travail. Ça, c'est on va dire le premier effet waouh qu'on a chez nos clients et nos utilisateurs quand ils parlent de leur utilisation. Et le deuxième point, c'est le système d'audit. En gros, vous avez le back-office de WordPress, vous allez dans SEO Key, vous appuyez sur un bouton, ça va auditer tous vos contenus, et donc pas uniquement juste quelques points de la page d'accueil. Et à la fin, on va en fait vous donner une roadmap. Donc, vous savez tout ce qu'il va falloir faire par ordre de priorité. Et donc, même sans s'y connaître, on va vous dire, bah, tiens, effectivement, il faut que je corrige ça, il faut que je corrige ça, il faut que je mette ça en place. Ah, tiens, ça fait trop longtemps que je n'ai pas rédigé de contenu. Tiens, effectivement, ces deux contenus-là sont trop proches l'un de l'autre. Et en fait, vous n'avez plus qu'à dérouler et à suivre les préconisations données par SEO. Donc, effectivement, si vous n'y connaissez rien, c'est un gros plus. Et à l'inverse, même si vous y connaissez bien, en fait, vous gagnez du temps parce qu'en fait, il y a plein de choses qui sont automatiques et l'interface est plus simple et plus rapide. Et du coup, évidemment que c'est très utile pour ceux qui ne sont pas SEO, mais aussi pour les SEO parce que ça permet, comme tu disais au début, finalement un gain de temps qui est quand même énorme. C'est vrai que cet exemple-là, c'est un bon exemple. Avant, habituellement, on mettait quand même entre 4 et 5 extensions, on va dire, pour faire en gros l'ensemble de ce dont on avait besoin avec le SEO. Là, il y a plus ou moins tout qui est dans la même extension, donc c'est quand même un gain de temps assez important, quoi. Exactement. C'est clair. Alors, est-ce que tu as un exemple justement de difficulté majeure surmontée lors du développement de l'extension? Et je sais qu'il y a pas mal d'anecdotes, il va falloir essayer de trouver soit les meilleures, soit bah voilà, celle que tu veux, quoi, bien sûr. Ouais. Effectivement, j'en ai plusieurs. En fait, la partie SEO pure des SEO Key n'a posé aucun problème. C'est-à-dire que nous, on dit en tant que consultant à l'agence SEOmix, on va dire, bah tiens, il y a ce correctif-là, il faut qu'on le mette en place de manière automatique sur tous les WordPress. Ça, aucun problème. En fait, les problématiques qu'on va avoir, c'est lié à l'écosystème de WordPress. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, WordPress, c'est un CMS qui est open source, et ça veut dire que n'importe qui peut proposer à la communauté des thèmes et des extensions. Alors, j'ai plus le chiffre exact en tête, mais je crois qu'on n'est pas très loin des 60 000 extensions disponibles juste sur le site WordPress.org. Donc, c'est sans compter les autres extensions gratuites disponibles ailleurs ou des extensions premium payantes. Et il y a aussi des milliers et des milliers de thèmes disponibles. Et ce qui fait que vous avez un nombre de combinaisons, d'associations, d'extensions et thèmes quasi infini. Et ce qui fait que vous avez ce qu'on appelle les problèmes de compatibilité. Vous développez votre fonctionnalité, ça marche chez vous, et puis tout d'un coup, un nouvel utilisateur ou un nouveau client la teste, puis il va vous dire, bah, tiens, cette fonctionnalité ne marche pas. Et en fait, ça vient d'un cas particulier avec le développement d'une extension. Si je prends l'exemple qu'on a pu avoir dans le passé, l'audit ne fonctionnait pas au tout début du lancement des Silky sur les sites qui utilisaient Divi. Ah oui. On se demandait, bah, c'est bizarre parce que Divi c'est fortement utilisé. Et en fait, ça vient du fait que chaque développeur a sa propre façon de coder et certains ne respectent pas toujours ce qu'on appelle les coding standards, les règles de développement de WordPress. Ils font des fois en fait un peu leur tambouille de leur côté, voilà, comme ils le sentent. Et le problème, c'est qu'à cause de ça, on ne peut pas anticiper une autre façon de développer que celle qui est officielle. Et donc, des fois, on avait des bugs. Et donc là, par exemple, Divi, on a passé plusieurs jours pour recomprendre comment fonctionnait Divi en termes de back-office, pour que nous, notre audit, quand il se lance, puisse fonctionner correctement et qu'il n'y ait pas d'incompatibilité. Donc ça arrive très fréquemment. Et la deuxième anecdote que je peux donner en termes de problématique, c'est plutôt une problématique serveur de puissance. C'est-à-dire que, alors, avant que ça sorte, bien entendu, mais la première fois qu'on a développé l'audit, on était très contents. Nous, sur nos sites de test, on lançait l'audit, puis un jour on s'est dit, tiens, on va tester sur un site un peu plus gros, donc avec des dizaines de milliers d'articles. Puis voilà, crash serveur immédiat. Parce qu'on n'avait pas anticipé effectivement que la ressource, la puissance de l'hébergement, il fallait aussi la prendre en compte. Et donc effectivement, ça aussi, c'est une des grosses difficultés, surtout quand, comme nous, on a un énorme audit sur énormément de contenu en même temps. Il faut être capable de dire, peu importe le nombre de contenus qu'il y a, l'audit se fasse en tâche de fond, que ce soit fluide pour l'utilisateur et que derrière on puisse donner des préconisations. Donc c'est voilà, ce type de problématiques qui reviennent assez régulièrement, des incompatibilités qu'on corrige au fur et à mesure, et puis voilà, des problématiques plutôt hébergement, serveur, ça prend pas mal de temps malheureusement. Et alors justement, quel est le plus gros site sur lequel vous avez installé l'extension, sur lequel vous avez pu voir un peu ce que ça donnait? Alors de mémoire, c'est un client, il doit avoir 50 000 articles sur ce Ah ouais, site-là.
costaud, quoi. Donc ça pose pas de souci, c'est juste que lui, l'audit, quand il appuie sur le bouton, Ça ça prend un prend un peu de peu temps. de temps. Ouais. Voilà, il faut laisser réfléchir plus longuement. Donc, le client, il peut aller prendre un petit café, etc. Mais en soi, ça pose pas de problème. On a maintenant des systèmes justement pour qu'on puisse auditer sans que ça soit bloquant, sans que ça plante. C'est juste que c'est des fois plus ou moins. D'accord. Bien, merci. Question suivante. Alors, comment SEO-Key s'adapte-t-il aux évolutions constantes des algorithmes, notamment celui de Google? C'est très d'actualité. On parlera peut-être un peu plus tard de SGE, mais qu'en est-il justement à ce niveau-là? Alors, comment nous on s'adapte? En fait, c'est la même, on a la même démarche qu'à l'agence. C'est-à-dire que nous, en interne, déjà, on fait une veille assez poussée. Donc, sur tous les articles qui peuvent sortir, que ce soit en France ou à l'étranger, sur le monde du SEO, on écoute beaucoup de conférences. L'idée, voilà, nous, c'est qu'on fait une veille pour justement déjà être tenu au courant. Il faut savoir aussi qu'on fait pas mal de tests en interne, c'est-à-dire qu'on va partir d'un postulat et puis on va tester, on va vérifier, tiens, est-ce que ce qu'on imaginait être vrai, je sais pas moi, sur le balise title, sur les liens, sur la structuration, peu importe, en fait, on va le tester. Par exemple, nous, à l'agence aujourd'hui, on fait par exemple une veille interne toutes les 2 semaines, où on a une vraie réunion de toute l'équipe, où on partage justement toutes nos trouvailles, nos idées, nos astuces, euh, sur les 2 dernières semaines, justement, pour se tenir au courant. Et donc, dans SEOKey, en fait, on a une roadmap qui est composée de 3 éléments. Il y a la roadmap que nous, on a déjà de base, c'est-à-dire que toutes les idées qu'on a émises sur papier en se disant, si je veux améliorer sur WordPress, il faut que je développe ça, ça, ça. Ensuite, il y a la roadmap que nous font remonter les utilisateurs, qui nous disent, tiens, il manque ça, tiens, j'aimerais pouvoir faire ça. Donc là, on l'intègre aussi en même temps que la roadmap. Et après, il y a cette roadmap d'évolution des moteurs de recherche. C'est-à-dire qu'on va se dire, tiens, il y a SGE qui arrive, tiens, il y a telle mise à jour algorithmique, par exemple, Helpful Content Update, il y a eu telle modification de la documentation technique, par exemple, pour un balisage schéma.org. Enfin, voilà, ça peut être de plein de façons différentes. Et l'idée, en fait, c'est justement de prendre ça en compte pour justement corriger, améliorer. Là, par exemple, normalement, dans la version 1.9 de SEOKey, en petite modification mineure, mais qu'on a fait évoluer, il y a eu 2 ou 3 balisages schéma.org qui ont changé. Ouais. Récemment, il y a eu des petites subtilités qui ont été ajoutées ou qui ont été modifiées. Donc, nous, dans SEOKey, on va justement, dans les prochaines versions, pouvoir justement nous adapter à ces changements. Donc, c'est un travail de longue haleine. Je pense que je ne te apprends rien, Dan. Ça évolue constamment. Et un bon référenceur, c'est avant tout un référenceur qui fait sa veille et qui teste et qui après peut appliquer justement. Donc là, que ce soit dans SEOKey ou dans des prestations courantes. C'est ça, c'est que finalement, ce travail-là, vous le faites déjà pour vos clients, vous le faites déjà dans le cadre de vos stratégies, donc finalement, il a juste fallu trouver un moyen de l'adapter dans le développement, la roadmap de SEOKey, quoi. En gros, c'est ça. Exactement. Super, et ben on enchaîne. Alors, comment justement on parle des retours utilisateurs, ils influencent les mises à jour de l'extension? Et est-ce que réellement vous écoutez les critiques? Tu as déjà plus ou moins répondu à la question, mais quand même, est-ce que réellement les internautes, les utilisateurs, pardon, ont une influence sur la roadmap ou vous avez vraiment une roadmap qui est calée et en gros les utilisateurs, bon, ils passent un petit peu après. Comment ça se passe justement cet aspect? Alors, je vais répondre avec une réponse de référenceur. Je vais répondre ça dépend pour changer. En fait, on a d'abord nous notre roadmap d'expert SEO. On Ouais. sait ce qu'il faut faire pour améliorer la visibilité d'un site WordPress, donc on a déjà la roadmap de ce qu'il faut faire. On a aussi dans cette roadmap la partie nous, notre vision produit, comme j'expliquais, c'était de guider l'utilisateur pour qu'on soit le plus pédagogique, le plus simple à utiliser possible, ce qui est aujourd'hui un pari réussi par rapport à ce qui existe sur le marché. Et donc le but du jeu, c'est justement de se dire aussi quelles sont les fonctionnalités qui vont aider l'utilisateur soit à gagner du temps, par exemple ceux qui s'y connaissent, ou à faire les bons choix ou à comprendre vraiment ce qu'on leur demande. Parce que si un jour vous demandez à un client d'améliorer sa balise title, s'il ne sait pas comment on améliore une balise title, en fait, c'est peine perdue. Il ne va pas savoir comment la corriger, alors que ça va rester un critère, un point important de l'amélioration d'un contenu. Donc, ça, c'est notre roadmap à nous. Après, on y rajoute les retours des utilisateurs. Certains sont ajoutés assez rapidement. Ouais. Alors, d'abord en priorité tout ce qui va être bug ou incompatibilité, mais ça on fait au fil de l'eau. D'ailleurs, à la fin de cette interview, normalement, dans quelques heures, on sortira une nouvelle version mineure pour patcher 2-3 bugs particuliers dans certains cas. Donc,
tout ça, c'est des choses qu'on intègre immédiatement. Et ensuite, les idées qui nous remontent, en fait, nous, après, on en discute en interne. Ouais. On va dire, est-ce que réellement ça a un impact SEO ou pas? Si oui, est-ce que c'est urgent ou pas? Et ensuite, après, on l'ajoute à la roadmap et on la priorise. Donc, ça peut arriver que des fois, on a des fonctionnalités demandées par les clients qu'on intègre assez rapidement. Et dans d'autres cas, on va leur dire, oui, c'est une très bonne idée. Mais en fait, il y a 50 choses à faire qui sont en fait plus urgentes si vous voulez vraiment améliorer votre visibilité. Donc, on les écoute. C'est juste qu'après, notre vraie problématique, c'est la priorisation. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire, qu'est-ce qui a de l'importance, quelle est la fonctionnalité qui aura le plus d'impact sur la visibilité du client. Donc, alors, on les écoute. Ça nous arrive quelquefois de refuser. Là, on explique aussi pourquoi. Fonctionnalité. La critique, par exemple, qu'on a assez régulièrement, c'est une qui revient de temps à autre sur le fait que nous, on a fait le choix chez SEOT de ne pas ajouter les balises de Meta Open Graph, Ouais. Twitter Card, Réseaux sociaux et tout, quoi. nativement dans toutes les extensions SEO. Sauf qu'en fait, c'est pas une fonctionnalité SEO. C'est une fonctionnalité d'acquisition de trafic. Ça vous aide en marketing, ça vous aide à fidéliser votre audience. Mais c'est pas le fait d'avoir des données Open Graph qui va améliorer qui va changer, c'est sûr. Et le problème, c'est que les gens sont habitués avec Yoast, FrankMat, SOPress, All-in-One SEO, The SEO Framework, enfin, tous, à avoir cette donnée. Et on se dit, bah, tiens, pourquoi vous ne l'avez pas? Et donc, justement, c'est là où c'est notre force, c'est qu'on vient expliquer, en fait, on leur dit, bah, on ne l'a pas mis parce que ce n'est pas du SEO, ce n'est pas du référencement naturel. Par contre, vous pouvez utiliser telle ou telle extension qui le font très bien, mais chacun fait son cœur de métier. C'est pour ça aussi qu'on n'ajoute pas de données Web Analytics. On ne fait pas de tracking Google Analytics, Google Tag Manager ou autre, parce que là encore une fois, ce n'est pas du SEO. Ça peut être utile pour mesurer votre travail en référencement naturel, mais ce n'est pas ça qui améliore votre visibilité, votre positionnement, votre topic ou quoi que ce soit. Donc c'est juste faire perdre du temps à l'utilisateur dans son extension SEO, alors que ce qu'on attend d'une extension de ce type-là, c'est je veux gagner des positions dans le moteur de recherche. Et c'est vrai qu'il y a une petite anecdote là-dessus, c'est justement, qui me concerne, c'est justement les premières fois où j'avais testé SEO Key avec notamment la connexion Search Console, qui est quand même une fonctionnalité qui, au moment où SEO Key l'a proposé, était quasiment unique, puisqu'il n'y avait personne qui le proposait. SEO Press avait une petite connexion, c'était pas tout à fait ça. Mais curieusement, une semaine, 2 semaines, peut-être un mois après, SEO Press a commencé à la proposer vraiment concrètement en affichant l'impression, le CTR et la position moyenne directement dans WordPress. Donc comme quoi il y a quand même une influence. Je ne sais pas si c'est lié à ça, mais en tout cas moi je l'ai remarqué et c'était curieux parce que les extensions SEO n'avaient pas du tout pensé à cette idée. Alors, je ne les ai pas toutes testées, mais c'est vrai que SEO Press, Yoast n'avait pas pensé à cette idée de connexion Search Console, alors que c'est l'outil qu'on utilise tout le temps. Ça, je sais pas, ça je ne pourrais pas dire, je ne suis pas dans la tête des autres développeurs d'extension. Mais nous, justement, c'est aussi ça notre force, c'est qu'on a vraiment, nous, notre vision du produit et de ce qui améliore le SEO sur WordPress. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a des petites fonctionnalités. Alors, on n'a pas encore beaucoup communiqué dessus, ça va venir, mais des trucs tout bêtes, mais où justement, nous, en tant qu'experts, on se rend compte de ce qui ne va pas. Je vous donne un exemple, certains doivent utiliser peut-être là, ceux qui nous écoutent, des extensions de cache. Par exemple, nous, on utilise WP Rocket, ça marche très bien. Mais Rocket, comme d'autres extensions de cache, ça va créer des fichiers de cache temporaires. Et les fichiers de cache temporaires, quand ils disparaissent, PIN 404. Si un jour vous regardez les logs de votre serveur, vous allez vous rendre compte que Google il va sur ces 404 des centaines de fois. Nous, on a mis un système en place pour lui dire à Google, reviens pas sur ces URL-là, ça ne sert à rien. Et comme ça, nous, on améliore le pro de l'indexation. Et c'est plein de petites choses comme ça qu'on va mettre en place parce qu'on a vraiment la vision d'experts SEO WordPress. On n'est pas des développeurs qui avons fait une extension SEO, on est des consultants SEO qui avons fait une extension. C'est vraiment pas la même approche après dans le développement du produit. C'est clair. Mais c'est ça la grosse différence finalement fondamentale, c'est que les premiers créateurs d'extensions sur WordPress, c'était d'abord les développeurs qui créaient des outils pour les utilisateurs et dans les utilisateurs, il y avait des SEO. Et là, la différence, c'est que c'est vraiment des SEO qui ont créé une application vraiment dédiée pour leur propre métier, quoi. C'est ça. C'est ça. Exactement. Alors, comment est-ce que tu décris le parcours depuis le lancement initial? On en a déjà un petit peu parlé, mais la position actuelle sur le marché par rapport, on en parlait à Yoast, SEO Press, peut-être All-in-One. Et c'est quoi cette position et comment est-ce que vous voyez les choses dans les mois, les années à venir? Et quelle est l'ambition finalement de SEO Key, l'ambition
En tant qu'extension, hein, parce qu'on a bien compris l'ambition SEO, mais quelle est un petit peu l'ambition en tant Marché. qu'extension sur le marché, on va Alors, dire. Voilà. aujourd'hui, pour être entièrement transparent, on est encore assez peu connu. Alors, plus sur le marché français que sur le marché international, mais on a encore un déficit de visibilité et de communication, principalement par manque de temps, parce que Oui. là, tous les référenceurs le savent. Pour être visible, il faut communiquer, donc il faut écrire du contenu, donc il faut être actif. Donc, une problématique forcément de temps qui se met dessus. Mais par contre, là où on est extrêmement fier et on est extrêmement content, c'est que sur l'ensemble des utilisateurs, que ce soit sur la version gratuite ou la version payante, les retours sont unanimes. Ouais. C'est plus simple, c'est plus rapide, on me dit ce que je dois faire, comment je dois le faire. Donc, en termes de position, en termes de taille de part de marché, on est encore très loin devant les mastodontes comme Yoast, parce que Yoast, rien que lui seul, est à plus de 5 millions d'utilisateurs de sites dans le monde, Ouais. et ça uniquement sur la version gratuite. Ça donne déjà un ordre d'idée de l'ampleur de la marge de progression qu'on peut avoir derrière. Mais par contre, en termes d'expertise, on est de loin la plus facile à utiliser et la plus axée vraiment d'un point de vue purement SEO, de dire voilà les fonctionnalités qu'il faut mettre en place. Et donc l'ambition, elle est simple, hein. C'est d'aller dans le top 5, puis dans le top 3, puis après, à terme, de devenir le leader mondial. Alors, peut-être que ça n'arrivera jamais, on n'en sait L'ambition, rien, mais on sait qu'on a une vraie plus-value. C'est pas juste on est un peu plus sexy, un peu plus funky qu'une autre extension. On a vraiment une approche qui est différente. est-ce que On passe tu à un peux niveau. communiquer sur le nombre d'utilisateurs de la version gratuite et payante La ou... version gratuite, oui, elle est faible. Alors, aussi, c'est aussi une fierté parce que dès qu'un client payant, il sort des extensions gratuites. Contrairement à beaucoup d'extensions qui trichent un peu, c'est-à-dire que le client payant est aussi compté dans les gratuits. Ah Euh, oui, Ce qui fausse forcément énormément de chiffres. ah ouais, ça c'est clair. Mais en version gratuite, on doit être un peu moins de 1000 utilisateurs, D'accord. 1000 sites. Et dans les payants, je ne sais plus, on a plusieurs centaines de clients maintenant, alors je n'ai plus le chiffre exactement en tête. Mais des clients voilà, qui renouvellent, qui sont contents, qui sont satisfaits. Donc on est vraiment hyper satisfait du retour. C'était aussi ça, quand on lance un produit, tant qu'on ne l'a pas confronté aux utilisateurs réels, à aucun moment, bien sûr, expérimentique est bonne. On a tous vu des gens qui créent des extensions ou des produits, d'ailleurs, pas forcément dans le milieu WordPress ou SEO, où l'idée semble bonne, ils se lancent et finalement, Ils trouvent pas leur ça ne marche marché, ouais. pas. Ouais. Voilà. Ils ne trouvent pas leur bonne cible, ils n'ont pas le bon produit adapté par rapport à la demande. Donc là-dessus, pour le coup, on est hyper content et en plus, on sait qu'on a encore plein de choses à faire. Donc c'est ça aussi qui est C'est excitant. clair. Mais là aussi, je peux parler un petit peu d'expérience, c'est que le plus gros souci des extensions, et pour prendre l'exemple de Yoast parce que c'est le plus connu, c'est qu'en général, tu as tellement galéré à le faire fonctionner à peu près bien, tu as tellement galéré pour que le site il fonctionne, que en général, les clients, les utilisateurs, ils sont paranoïaques à l'idée de toucher une virgule du Yoast, parce que justement, la manière de penser de Yoast avec ses histoires de pastilles a créé vraiment une paranoïa complète chez les utilisateurs qui fait qu'ils ont peur de changer d'extension, quoi. Alors qu'en fait, tous les outils, et notamment SEOKey, proposent un module d'import qui est vraiment très bien fonctionnel. Enfin, il n'y a jamais eu de problème avec ça. Donc là, je pense qu'on a plutôt affaire à des utilisateurs paranoïaques qu'à vraiment une problématique d'extension. Et ça sera peut-être ça le principal problème, on va dire, que vous aurez à outre. Voilà. Ouais, En fait, ça, c'est justement des discussions qu'on a, nous, avec d'autres développeurs d'extensions. En gros, il y a plein d'extensions que vous pouvez, enfin, que l'utilisateur ne craint pas de changer. Un jour, vous voulez tester une extension de cache, vous l'installez, vous l'activez. Si ça marche, vous la gardez. Si ça ne marche pas, vous la désactivez et tout refonctionne comme avant. Effectivement, sur des extensions de type SEO, il y a toujours la peur de perdre le positionnement qu'on a. On dit, bah voilà, là ouais, je prends un reel, je vais faire des modifications. C'est un peu comme quand on fait une refonte de site. D'ailleurs, c'est le même principe. On va se dire toujours, tiens, mince, est-ce que je risque quelque chose à changer d'extension. Donc là, nous, aujourd'hui, ça pose aucun souci, hein. Comme tu le disais, on a ouais. tout un système d'import où on importe parfaitement les données actuelles. Donc, on revient à l'identique à l'installation des SEO. Sauf qu'on a en plus les optimisations automatiques, et puis après, il y a le système d'audit. Mais effectivement, après, c'est à nous, c'est un travail de pédagogie aussi, ça fait partie du travail, leur expliquer, voilà, ça n'est aucune crainte. Et en plus, on ne supprime jamais les données des autres extensions SEO. Donc, si pour une raison X ou Y, la personne veut quand même retourner à son ancienne extension, elle le peut, voilà. Il n'y a aucun risque, en tout cas, aucun danger par rapport à tout ça. C'est clair.
Eh bien, merci. Alors, de quelle fonctionnalité dont tu n'as parlé nulle part ailleurs, tu peux nous parler aujourd'hui, même si c'est prévu pour 2027. Et est-ce que tu peux nous parler spécifiquement de la roadmap 2024 et ce qui arrive concrètement, ce qui est vraiment calé dans le planning? Alors, des fonctionnalités dont je n'ai pas parlé, je n'en parlerai pas. Je ne vais pas trop dévoiler. Il y en a certaines qu'on aime bien garder sous le coude parce qu'on ne veut pas que ce soit repris par des équipes d'autres extensions SEO qui sont plus nombreux, donc forcément qui pourraient aller plus vite dans le développement. Mais on a plein de fonctionnalités aujourd'hui qui soit n'existent absolument pas chez d'autres extensions SEO, soit elles le font, mais très mal. La seule chose que je peux vous dire, et là, en tout cas pour la roadmap 2024, ça va être la version 1.9 qui va apporter une vraie plus-value et qui adresse le premier problème, en fait, la première étape de la personne qui rédige du contenu. Comment choisir le bon mot-clé. Ouais. En fait, la prochaine fonctionnalité va tourner uniquement autour de ça. Parce que si vous choisissez, vous ne sélectionnez pas le bon mot-clé, vous dites, tiens, moi, je vais me positionner sur telle expression, je vais être premier dans Google sur ce mot. Si vous ne choisissez pas le bon mot-clé, tout le travail que vous faites derrière ne sert strictement à rien. Vous allez juste perdre des heures à rédiger un contenu, à essayer d'optimiser sur un terme où de toute façon, ça n'aura aucun impact ou aucun intérêt en termes d'affichage. Et donc là, en gros, la prochaine fonctionnalité, c'est ça. Donc, je ne dis pas comment on va le faire, parce qu'on a plein d'idées là-dessus. On est justement dans des phases de test, donc c'est ça où on s'amuse, parce qu'il faut qu'on teste comment ça marche et comment on peut être de bons conseils, on va dire. Mais voilà, c'est vraiment le travail qui arrive. Ça, c'est la prochaine fonctionnalité 1.9. Mais je peux rassurer tout le monde, on a de quoi s'occuper jusqu'à la version 4.5, 4.6 sans aucun problème. Après, il faut seulement prioriser. C'est en fonction après des retours utilisateurs qu'on aura au fur et à mesure. On repriorisera aussi nous, ce qui nous paraît important en SEO ou d'un point de vue ergonomique. Alors, on va tourner la question dans l'autre sens. Moi, je vais te poser des questions. Est-ce que cette fonctionnalité va exister? Tu me réponds juste par oui ou par non. Ça, je peux faire. Moi, je peux dire peut-être. Alors moi, par exemple, je parle évidemment en tant que consultant SEO parce qu'il y a un aspect qui serait très intéressant, c'est de faire de la comparaison d'audits. Donc ça, c'est la fonctionnalité phare de SEO que je trouve personnellement vraiment très très novatrice. C'est le côté vraiment audit poussé. Et alors, si on allait plus loin, mais en tant que consultant, on aime bien le côté genre comment c'était avant, comment c'est maintenant, et qu'est-ce qui s'est amélioré, et à quel niveau ça s'est amélioré, que ça Voilà, soit mais sur le positionnement. c'est prévu. C'est Ça, c'est prévu, prévu. d'accord. C'est prévu. C'est pas prioritaire parce que Ouais, bien ça sûr, n'a c'est pas d'impact sur le spécifique. SEO. Ouais, c'est clair. Mais là, cette interface, effectivement, c'est d'ergonomie, de se dire, bah, tiens, c'est vrai qu'il y a un côté frustrant en SEO. Alors là, je parle pas des SEO, je parle de manière générale, mais Ouais. quand on fait du référencement naturel, on va écrire du contenu, on va l'optimiser, on va écrire des liens, et puis des fois, c'est dur de se rendre compte, est-ce que ça a eu de l'impact? Est-ce Parce que que c'est je fais des vraiment plays? grâce à ça, ouais. Est-ce que ça a servi? Donc, toute cette gestion-là d'historique, etc., c'est prévu. Notamment, là, aujourd'hui, dans les outils, si vous testez, on a un petit tableau de bord qui, aujourd'hui, n'a pas encore un grand intérêt, il faut être parfaitement transparent. Et on va avoir une refonte de ce tableau de bord pour avoir un état des lieux, à terme, avoir un historique, et surtout que le tableau de bord puisse tout de suite dire, bah, tiens, ta prochaine action, là, c'est ça. Il faut que tu fasses ça maintenant. C'est clair. Autre idée, mais je crois qu'on en avait déjà parlé en off, c'est toute la partie maillage interne qui, je trouve, de manière un petit peu générale avec WordPress est plutôt pas du tout pensée. Bon, d'une part parce que les utilisateurs ils cherchent plutôt des extensions automatiques, alors que faire du maillage en automatique, bah, ça n'existe pas, c'est quasiment impossible. Enfin, on va dire d'un point de vue SEO en tout cas. Mais est-ce qu'il y a quelque chose qui est prévu à ce niveau-là, que ça soit une aide, voilà, peut-être, ça pourrait prendre plusieurs formes, mais est-ce qu'il y a quelque chose qui est prévu à ce niveau-là? C'est prévu. C'est D'accord. aussi dans la to-do. On a déjà pas mal d'idées de la façon de le faire, parce que, alors, pour le coup, il existe des extensions de maillage automatique. Effectivement, pour le coup, ça marche très bien sur des petits sites, parce qu'on Ouais, peut c'est très ça. vite vérifier, on peut très vite vérifier si c'est pertinent ou pas. Le problème sur des gros sites, c'est que alors, ça automatise un gros gain de temps, parce qu'on n'a pas 30 000 articles à venir recorriger manuellement. Mais pour le coup, ça peut faire un maillage qui n'est pas du tout en fait, optimisé. On croit avoir C'est clair. amélioré sur le SEO et ce n'est pas le cas. Donc nous, on a pas mal d'idées là-dessus. En tout cas, la façon dont on veut l'implémenter aujourd'hui n'existe pas encore. Mais là encore, Ça, nous c'est aussi, il faut qu'on certain. fasse des tests. Et on sera forcément, nous, toujours limité. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, en fait, de nos principales problématiques, c'est la puissance serveur. En fait, si on avait la certitude que tous les hébergements de tous nos clients étaient puissants, on pourrait faire vraiment des analyses beaucoup plus complexes et poussées. Et donc là, il faut qu'on trouve le juste milieu.
parce que sur des petits hébergements, il faut quand même que l'analyse soit pertinente, mais qu'elle ne soit pas trop consommatrice en ressources. Et donc le maillage interne, ça fait partie des éléments assez consommateurs de puissance, de mémoire vive. Donc il faut qu'on trouve le juste milieu. Mais en tout cas, pour répondre à ta question, oui, toute la partie maillage interne est bien prévue dans les prochaines versions de SEO. Et puis il y a un autre aspect, ce dont tu parlais aussi, c'est que chaque site est différent, a été construit de manière différente. Et le maillage interne, c'est un aspect qui est très très particulier aussi. Et puis détecter ça, euh, trouver des manières de l'améliorer de manière automatique, puisque c'est le principe de l'extension, c'est quand même, à mon avis, très très difficile. Donc ouais, il y a une vraie... enfin, il y a une vraie réflexion à avoir et je pense que c'est tout à fait le genre de fonctionnalité qui aura besoin d'une version alpha, bêta et puis d'évolution pour voir un petit peu comment ça se gère dans le temps, quoi. C'est ça. On ne la fera pas d'un seul coup. Effectivement, on commencera à faire des premiers aspects de ce maillage interne et puis après, on fera évoluer et l'améliorer au fur et à mesure. D'accord. Et puis troisième question, parce que sinon après on va y passer la journée, c'est bah, quid des outils ou des fonctionnalités intégrant l'IA. Est-ce que vous avez quelque chose qui est prévu? Alors j'imagine que la partie mots-clés là qui arrive peut-être, mais est-ce que vous allez aller plus loin que ça? Est-ce que la question qui est liée un petit peu aux outils, aux fonctionnalités IA, c'est quelque chose que vous avez envie d'intégrer totalement dans SEOki? Ou au contraire, ça reste voilà, quelque chose d'à côté qui pourrait permettre dans certaines situations d'améliorer ou pas. Comment vous voyez les choses par rapport à ça? Aujourd'hui, c'est pas prévu de l'intégrer. C'est pas une volonté en soi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'IA, c'est surtout un gain de temps monstrueux. Là-dessus, l'IA va On est être d'accord. imbattable, pour être parfaitement transparent. Que vous vouliez rédiger du contenu, améliorer des méta, remplir des textes alternatifs, enfin, l'IA ira plus vite que vous. Mais c'est pas l'IA qui améliorera le SEO. C'est pas parce que j'ai rédigé vite que j'ai rédigé bien. Oui, c'est ça. C'est pas parce que j'ai utilisé l'IA pour un balise title que c'est la meilleure balise title pour me positionner sur les mots-clés qui m'intéressent. C'est valable pour tout. Donc, on a prévu d'intégrer à différents endroits l'intelligence artificielle, mais contrairement aux autres extensions, c'est pas chose qu'on va mettre en avant. Parce que c'est pas ça qui fera la différence. Ça fera gagner du temps, mais ça va pas forcément faire un meilleur référencement. Donc, on préfère d'abord se concentrer sur tout le reste. Qu'est-ce qui va améliorer le positionnement d'un contenu, d'une section du site en entier. Et après, on intégrera en même temps, en parallèle, des fonctionnalités d'IA pour aussi gagner du temps. Mais là où les extensions SEO, alors là, je pense par exemple principalement à RankMath et SEOpress, je sais que Yoast aussi commence à s'y mettre. Bah en fait, d'un point de vue SEO pur, c'est pas la priorité. Il y a plein d'autres choses à faire avant que juste dire je vous fais gagner du temps pour rédiger votre balise title et des méta descriptions. Et en plus, pour moi, alors là, pour le coup, je vais mettre ma casquette de formateur, puisqu'à l'agence, je suis aussi formateur sur des clients et des prospects sur ce type de problématique. Le problème de mâcher le travail en automatique, c'est que ça empêche les gens de comprendre réellement comment ça fonctionne. Exactement. Alors que si les gens comprenaient réellement comment fonctionnait un CMS, comment fonctionne un algorithme de moteur de recherche, comment fonctionne un internaute quand il recherche, en fait, il y a plein de choses qu'il ne ferait plus. Quand il rédige un contenu, quand il choisit un mot-clé, quand il paramètre un WordPress. Et donc, mâcher le travail, ça risque derrière. L'idée, c'est que oui, on aura de l'IA dans SEO, mais clairement, c'est pas ça qui fera la vraie différence à court terme. Et bon, voilà, on a plein de choses à faire avant. Surtout que je trouve, encore une fois, je donne mon avis personnel, mais qu'il y a des aspects de l'IA qui sont appliqués sur des extensions pour des effets de mode, mais qui vont pas au bout de l'idée. Je prends l'exemple d'un concurrent qui a lancé vraiment tout récemment, là justement, le moyen, une manière en fait d'automatiser la modification des balises alt des images Ouais. en utilisant l'IA. Mais petit problème, il utilise le nom du fichier et pas le contexte de l'article sur lequel l'image se trouve. Donc, en fait, ça sert à rien. Ok, vous allez remplir la balise alt, vous allez cocher la case de ok, techniquement vous avez une balise alt, mais par contre, ça n'aura rien à voir avec la raison pour laquelle c'est. Donc, c'est un peu dommage. Ils ne Ça. sont En pas fait, allés ça au bout du n'aura truc, quoi. C'est dommage. aucun intérêt. Tu Ouais, as raison, parce qu'en fait, ça ne prend pas en compte le contenu sur lequel il est. Et en plus, nous, à l'agence et chez Seoki, on a quand même aussi, dans le domaine open source, on discute avec beaucoup de gens, notamment des gens qui travaillent sur l'accessibilité et la qualité web. Et c'est clairement, important. remplir des textes alternatifs, donc là, j'enlève ma casquette de référenceur, mais plutôt d'artisan du web. Mm. Clairement, ça va poser des vrais problèmes d'accessibilité. Et donc, nous, en plus, on va dire, non, si je le fais en automatique de halt, parce qu'en fait, ça ne peut pas être
fait en automatique. Alors déjà, pas sur le nom du fichier, clairement, parce que C'est débile. on a plein de clients, d'utilisateurs qui peuvent avoir des clients qui s'appellent DCIM Ça. 3527. Voilà, avant de faire un halt là-dessus, je vous souhaite tout bon courage. Mais c'est surtout que la même image dans un contenu différent, je ne mettrai pas le même texte Bah oui, alternatif parce clairement. que le contexte est important. Différent. Ouais. Ça l'est en SEO, ça l'est en accessibilité. Donc non, effectivement, si c'est pour ajouter de l'IA, enfin, si on l'ajoute, ce qui sera le cas à terme, c'est qu'on l'ajoutera parce qu'on est sûr que ça apportera une plus-value en SEO, en plus d'être aussi un gain de temps. C'est clair. Et ben top. On va reparler un petit peu de toi, Daniel. Bah, tout le monde sait que tu es quand même très actif dans la communauté, que tu as pris la suite du pape. Donc, est-ce que d'abord on doit t'appeler le pape du SEO? Tu nous répondras à cette question. Et puis concrètement, qu'est-ce que tu prépares en 2024? On sait qu'il y a des conférences, on sait qu'il y a des bouquins qu'on attend, enfin que moi j'attends en tout cas avec impatience. Qu'est-ce que tu nous prépares cette année, Daniel? Alors, d'abord, pour répondre à ta première question, non, il ne faut pas m'appeler le pape du SEO. Peut-être que quand j'aurai vraiment publié plusieurs versions des ouvrages d'Olivier Andrieux, pourquoi pas. Mais Olivier Andrieux reste le pape du SEO et effectivement, je le remercie d'ailleurs encore une fois. J'en profite pour la confiance qu'il m'a donnée pour reprendre deux de ses ouvrages qui ont donné pas mal de travail justement en 2024. Et qu'est-ce que je prépare pour 2024? Alors, plein de choses. D'abord, toujours SEO-Key. On va continuer à développer le produit, on va rajouter des fonctionnalités. On va aussi rajouter pas mal de tutoriels, de guides sur le site aussi, pour démystifier pas mal de concepts SEO pour les gens qui ne maîtrisent pas bien le sujet. Ensuite, il y a effectivement les livres. D'abord, il y a le mien, celui sur le référencement de WordPress, qui a pris un peu de retard, mais qui sort le 25 janvier prochain. Donc là, aujourd'hui, pendant cette interview, on est le 11, donc dans 14 jours, la 5e version sera disponible. Il y aura aussi une nouvelle version des ouvrages de Andrieux. Alors celui qui va être édité le plus rapidement, c'est le petit, celui sur plutôt l'accès débutant. Ouais. Les Qui, lui, 100 doit questions, bientôt en c'était ça? début d'année. Ouais. Okay. Oui, alors j'ai plus le titre en tête exactement, mais ce sera en début d'année. Et pour le coup, la Bible, réussir son référencement web, ce sera plutôt fin d'année. Par les plannings qui sont prévus avec l'éditeur. Donc ça, c'est des choses aussi qui sont prévues. Il y a ça. Avec SEO Mix aussi, on va continuer toujours nos tutoriels. Parce que ça fait longtemps qu'on publie plus, et on va essayer de remettre un peu le pied à l'étrier pour republier des guides. On va continuer à donner des conférences. Risquer de revoir ma tête à plusieurs moments dans l'année. Et aussi, petit teasing aussi dans la communauté WordPress, on a un WordCamp Bretagne qui s'organise. Et donc, il devrait aussi avoir lieu en 2024. Donc, on a quand même pas mal de choses plutôt chouettes prévues cette année. Voilà, après, il faut juste trouver le temps pour tout faire, mais bon, on s'organise. Mais alors justement, est-ce que tu peux nous parler un peu comment ça se passe, la rédaction de la Bible du SEO concrètement, enfin ce que tu peux nous en dire en fait, surtout que Olivier, ça faisait quand même 15 ans qu'il faisait ça quasiment, donc comment est-ce qu'on fait pour reprendre un livre comme ça et l'améliorer, j'ai envie de dire? Là, ce qui va être plus compliqué, alors j'ai déjà l'habitude de refaire des versions de livres. Le mien, j'en suis à la 5e version, donc de base, reprendre un ouvrage, le mettre à jour, ça ne pose pas de souci. Donc, de base, c'est déjà un travail qui va être long. Parce qu'en gros, l'éditeur nous envoie un fichier doc, en gros, où il y a l'intégralité des contenus. Et en fait, il faut tout relire de A à Z. Tout corriger toutes les captures d'écran, mettre à jour, supprimer ce qui ne sert plus à rien, rajouter des informations. Des fois, rechanger l'ordre aussi. Là, par exemple, entre la 4e et la 5e version, j'ai changé l'ordre de certains chapitres et j'en ai fusionné parce qu'en fait, c'était pas assez logique dans le cheminement de l'amélioration du SEO de WordPress. Forcément, on a rajouté SEO-Key, mais on a aussi évoqué rapidement la SGF, alors même si pour l'instant, c'est pas encore assez d'informations. On a parlé, ce qu'on ne parlait pas avant, de Google Discover. Par contre, on ne parle quasiment plus de Google AMP. Voilà. L'idée, c'est de faire évoluer en fonction de ce qui se passe. Et la difficulté que j'aurai avec le livre d'Olivier Andrieux, c'est que ce n'est pas qu'il est rédigé, donc j'aurai une phase d'appropriation qui va être plus longue. Pour reprendre, avoir en tête tout le plan, l'idée, c'est pas de tout casser. Hein. Au contraire, c'est de garder ce qui est toujours véridique, le garder tel quel, rajouter ce qui manque et supprimer ce qui n'est plus d'actualité, ou en tout cas le résumer pour garder l'historique. Mais voilà, ça ne sert à rien de détailler le truc en long, en large, en travers. L'idée, c'est d'être le plus pédagogique possible. Et là, le seul truc que je crains, mais qui est déjà le cas avec les autres ouvrages que je fais, c'est tout le temps surtout à passer sur la partie vraiment mise à jour.
Ouais. Parce que par exemple, toutes les captures d'écran de Google, quasiment, il faut les refaire. Les captures d'écran des outils, il faut les refaire. Et puis dans les outils, c'est pas les mêmes noms de menus. Ils ont renommé, ils Ils ont ont tout changé, déplacé. ouais. Donc ça, c'est très chronophage, mais ça fait partie du travail. Et puis après, ça permet aux gens de se former. Donc c'est le but du jeu. Ouais, et puis surtout Olivier, c'est toujours une encyclopédie, donc c'est vrai que lui c'était Google en fait, hein. Si on avait besoin de quelque chose, on lui demande et il le savait déjà. Alors que toi, peut-être t'as pas ce niveau-là, on va dire, donc il faut retourner dans la doc de Google, bien s'assurer que l'information existe. Et puis on voit en ce C'est ça. moment, hein, qui parfois ils modifient juste des phrases, ils enlèvent des mots dans la doc de Google qui changent complètement le sens finalement de certaines phrases. C'est un travail titanesque. Et alors là-dessus, t'es tout seul ou t'es quand même accompagné de Donc, seul. quelqu'un? Là, pour le coup, Ouais, pour un éditeur, c'est vraiment avec un auteur. Donc là, je suis vraiment seul. Ça peut m'arriver, alors ça m'est arrivé sur le livre de WordPress, donc ça m'arrivera peut-être sur le livre SEO global, des fois de demander des informations ou des avis d'un référenceur spécialisé, ouais. parce qu'il va apporter une plus-value sur un sujet, des fois, qui va permettre de dégrossir. Si je prends l'exemple sur WordPress, je suis au Potier Hmm. a été intervenu dès la quatrième, je crois, ou troisième version pour une partie du chapitre sur la sécurité, parce qu'il a une meilleure plus-value, Spécifique, ouais. une meilleure expertise que moi sur ce sujet-là, donc justement, on apporte là-dessus. Et non, pour le reste, on est seul dans la rédaction. Par contre, après, chez Erol, il y a des gens qui nous accompagnent pour la Des relecture. vérificateurs, ouais. C'est ça. Et d'ailleurs, J'imagine. la fin d'un livre, c'est la partie la C'est le plus plus long, ouais. horrible. Les détails. Parce qu'en fait, vous relisez, vous corrigez tout, ça repart chez eux, ils vous le renvoient, vous relisez encore une fois, vous Hmm. recorrigez, ça repart. Enfin, il y a un effet de yo-yo et de ping-pong voilà, qui est assez Impressionnant, ouais. long. Donc à la fin, on a hâte que le livre sorte. Euh, mais bon, ça fait partie du jeu. C'est super. Bon, on va reparler un petit peu de SEO et on va reparler de SEO en 2024. Est-ce que tu as déjà commencé à réfléchir aux prédictions? Et si oui, voilà, si tu en avais une, laquelle serait-elle? Moi j'en aurais une. Et avant de la dire et d'expliquer le cheminement, en fait, c'est assez intéressant de regarder ce qui s'est passé cette année. Si on regarde l'historique de 2023, ce qui s'est passé dans l'Espère SEO, Ouais. grosso modo, il y a eu l'arrivée de l'IA, que personne n'avait anticipé, et là où tous les moteurs de recherche lancent voilà, à Leur fond dessus fonctionnalité. pour essayer de fournir quelque chose, Ouais. et vraiment dans un sens de je réponds à un besoin utilisateur. Mm. ChatGPT, par exemple, c'est ça en fait, c'est j'ai une problématique, j'ai une question, j'ai un besoin, je vais poser la question et on va me donner la réponse. Donc ça, c'était assez intéressant à observer. La deuxième chose que j'ai trouvé aussi très intéressante, c'est le process Google, pour ceux qui ont suivi Ouais. l'actualité, dans C'est lequel, bien. devant le Congrès américain, ils ont été obligés publiquement de dévoiler certaines choses. Alors, plein de choses que nous, référenceurs, on savait déjà, ou en tout Mm. cas, on s'en doutait fortement. Mais là, en fait, clairement, ils l'ont dit publiquement, alors qu'ils n'arrêtaient pas de dire avant qu'ils ne le faisaient pas. C'est notamment tout ce qui est la mesure de l'interaction utilisateur. Ouais. Tiens, si sur un mot-clé, il la reformule, ça veut dire qu'en fait, sur ce premier mot-clé, finalement, il veut les contenus de la deuxième requête. Mm. Il a cliqué sur un résultat, mais quelques minutes après, il refait une recherche qui est à peu Mm. près similaire. Donc, ça veut peut-être dire que le contenu n'est pas pertinent, etc., etc. Donc, il y a vraiment une notion d'analyse du comportement utilisateur, de voir ce que l'utilisateur trouve pertinent ou pas pertinent. Et la troisième chose que j'ai trouvé aussi très intéressante cette année, c'est le Helpful Content Update, qui de mémoire était en septembre, donc une mise à jour algorithmique et qui est centrée sur la qualité Contenu, ouais. contenu pour l'utilisateur. Enfin, je fais un résumé, hein, mais en simplifiant, C'est ça. c'est ça l'idée, et qui a impacté beaucoup de sites. Beaucoup de sites se sont pris une claque avec ça. Et en fait, quand on regarde ces trois grands événements 2023, en fait, ça nous donne tous la prédiction de 2024, c'est l'expérience utilisateur. Donc, ce n'est pas uniquement la réponse au besoin, c'est-à-dire que l'internaute fait une recherche, je dois répondre à sa problématique, mais ça, en fait, c'est que ma première phase. Ma C'est ça. deuxième phase, c'est il faut que je le fidélise, il faut que je lui donne envie de continuer à naviguer sur le site, il faut que ce soit ergonomique, il faut que mon site soit rapide à charger, il faut que ma marque soit forte, il faut qu'il revienne sur mon site, etc., etc. C'est vraiment tout le parcours utilisateur en fait qui, pour moi, va être la clé de 2024. À vrai dire, ça l'était déjà avant. Hein. En marketing, on dit toujours que le parcours utilisateur et comprendre ses besoins et ses attentes, c'est la clé. Bon, en SEO, c'est pareil. Et ce sera encore plus le cas en 2024. C'est ça. Bon, tu prêches un convaincu qui parle de marketing comportemental quand même depuis plus de 10 ans, donc C'est ça. évidemment.
C'est vrai que ce procès de Google, il est venu confirmer certaines choses que certains SEO considéraient comme étant du maraboutisme, alors qu'en fait pas du tout. C'est vraiment, on est dans le concret, c'est que fait l'internaute. Donc c'est quand même bien, ça a quand même du bon, toutes ces histoires, même si parfois il y a des infos qu'ils ont transmises qui dataient un petit peu, mais ça confirme quand même qu'ils ont réfléchi à la question à un moment donné dans leur existence, que peut-être l'algorithme il est déjà en place depuis plusieurs années et qui justement il apprend et il essaye de comprendre un petit peu ce qui se passe. Et donc ça rejoint vraiment toutes ces idées qu'on a du SEO, de ces convictions qu'on a que Google, c'est juste la passerelle vers l'internaute et on a besoin de comprendre ce que veut l'internaute finalement et comment il se comporte et qu'est-ce qu'on doit faire pour le convaincre de venir voilà, acheter chez nous, acheter, lire notre contenu et ce genre de choses. Et c'est ça qui est important, quoi. Et ça sort peut-être aussi un peu de cette idée que les non-connaisseurs du SEO ils ont, à savoir c'est opaque, c'est une boîte noire, on ne sait pas ce qu'il en est. Bah, si, on sait, on voit bien, on analyse, on fait beaucoup d'analyses et puis on remarque. Et voilà, et aujourd'hui, Google, en 2024, s'intéresse beaucoup plus à l'internaute parce qu'il sait que c'est lui qui va décider du futur de Google, hein, finalement. Hein. Si l'internaute voilà, continue d'utiliser Google, très content. Et puis s'ils arrêtent de l'utiliser, ça va pas les faire rire très longtemps. Quoi. D'accord. Ouais. Donc, ouais, donc prédiction, ouais, donc besoin utilisateur, parcours utilisateur, je suis entièrement d'accord avec toi. Et écoute, super. Merci en tout cas, Daniel, pour toutes ces informations et tous ces petits tips que tu nous as transmis et puis petites prédictions. On se permettra quand même de ressortir l'information le 31 décembre 2024 pour savoir comment tu t'en es sorti et puis au plaisir de te croiser bientôt sur les événements. Et ben, merci en tout cas pour l'accueil et puis je vous dis à tous à très bientôt.